Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce Facebook Live des Sentinelles. Nous sommes en direct de l'Institut Curie et ce soir on reçoit le docteur Manuel Rodriguez qui va nous parler du cancer de l'ovaire. Alors comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du direct et puis Manuel y répondra. Donc peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Et donc je m'appelle Manuel Rodriguez, je suis effectivement médecin, je suis oncologue médical, cancérologue si vous voulez. Et donc je prescris les traitements médicaux du cancer, en particulier sur de la gynécologie pelvienne, donc les cancers de l'ovaire, de l'utérus, du col de l'utérus, dans ces eaux-là. D'accord. Ok, du coup on va peut-être commencer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la fréquence du cancer de l'ovaire, comment ça se passe et peut-être aussi les symptômes pour le diagnostic ? Alors, le cancer de l'ovaire est une tumeur qui est finalement relativement rare. Si tu compares par exemple au cancer du sein, pour être dans un autre cancer de la femme, où on est autour de 50 000 nouveaux cas par an pour le cancer du sein, le cancer de l'ovaire, on est plutôt autour des 4 500, 5 000 cas. Donc il est 10 fois plus rare que le cancer du sein. Il est un peu plus rare que les cancers de l'utérus, enfin il est dans l'ordre de ces cancers-là. Et la fréquence, c'est assez intéressant, la fréquence des cancers de l'ovaire diminue avec le temps. Si tu regardes sur les 30 dernières années, il diminue régulièrement. Et en fait, il diminue régulièrement grâce à la pilule probablement. Parce que la pilule œstroprogestative, la pilule qui est la plus prescrite, en tout cas de manière plus habituelle, une génération qui est un petit peu avant les pilules modernes actuelles, protège du risque de cancer de l'ovaire par exemple. Une femme qui prend pendant 10 ans la pilule, pendant son adolescence ou après, diminue de 30% le risque de faire un cancer de l'ovaire durant toute sa vie. Durant toute sa vie parce que le cancer de l'ovaire, c'est un cancer qui est habituellement plutôt un cancer de la femme âgée. C'est-à-dire qu'on dit que la médiane de survenue est de 65 ans. Ce qui veut dire que la moitié des patientes ont au moins 65 ans au moment où apparaît le cancer de l'ovaire. Donc c'est plutôt des femmes justement autour de 65, 70 ans qui peuvent présenter cancer de l'ovaire, parfois même 80, 85 ans encore hier à ma consultation. Après, en termes de présentation, c'est un cancer qui est relativement insidieux parce qu'il n'y a pas de signes évidents et précoces. Les cancers de la peau, par exemple, on les découvre précocement parce qu'on a un grain de beauté qui saigne, on a quelque chose qui est apparu, on le voit, on s'en rend compte. Donc on les prend en charge assez vite. Le cancer de l'ovaire, ça apparaît donc profondément dans le ventre, donc dans le petit bassin, en bas du ventre, très en arrière. Et la tumeur peut être très volumineuse sans faire le moindre symptôme. Et donc les symptômes sont non spécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes caractéristiques du cancer de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire, les symptômes les plus fréquents qu'on retrouve, c'est le ventre qui gonfle, qui est un symptôme relativement fréquent. Le transit aussi qui peut être un peu altéré, habituellement plutôt constipation, mais ça peut être un peu dans les deux sens, des douleurs abdominales éventuellement. Dans des stades vraiment plus avancés, ça peut avoir une atteinte au niveau des poumons et donc les patients peuvent tousser par exemple. Donc ce qu'on dit aux médecins généralistes en particulier, parce que c'est ceux qui sont en première ligne, aux gynécos, c'est qu'en gros quand il y a ce genre de symptômes-là qui arrivent chez une femme qui a autour des 65 ans, si ça persiste 2-3 semaines ou un peu plus longtemps, il faut se poser la question et éventuellement faire une échographie. En tout cas, il n'y a pas de symptômes particuliers de cette maladie. Ok. Donc on avait Jacqueline qui nous demandait s'il était envisageable d'utiliser la technique du ganglion sentinelle au cours de la chirurgie du cancer de l'ovaire. Alors, la prise en charge des cancers de l'ovaire va dépendre du stade du cancer de l'ovaire. En gros, il y a deux situations caricaturales. La première situation, la situation qui représente environ 3/4 des cas, c'est le cancer de l'ovaire à un stade avancé. Donc, le cancer de l'ovaire à un stade avancé, comme je te disais, c'est parce que justement, le cancer a le temps de se développer et donc les symptômes apparaissent tardivement. Donc, la maladie est répandue dans le péritoine. Donc, c'est l'ensemble du ventre, si tu veux, le péritoine. Dans ces cas-là, le traitement du cancer de l'ovaire, c'est d'opérer et d'enlever toutes les masses tumorales. Ce qui est assez logique, c'est de retirer tout le cancer visible. La question des ganglions là se pose pas tellement parce qu'en gros, s'il y a des ganglions atteints, eh bien on va les retirer. S'il n'y a pas de ganglions atteints, on s'est posé la question longtemps, il y a eu des études qui ont montré que s'il n'y a pas de ganglions atteints de manière évidente, il n'y a pas absolument besoin d'aller les retirer.
sauf des cas particuliers qu'on verra dans la seconde situation. Donc la technique ganglion sentinelle ne s'applique pas là. En quelques mots, la technique ganglion sentinelle, c'est le fait de, quand on a un cancer, le cancer se développe, va faire des métastases, va se déplacer ailleurs, ils peuvent se déplacer dans les ganglions. Et s'il se déplace dans les ganglions, il faut justement aller le retirer pour savoir où est-ce qu'il s'est déplacé, dans quel ganglion. Et le ganglion sentinelle, c'est une technique, je ne vais pas développer là-dessus, mais qui permet de savoir quel est le ganglion qui a le plus de chances d'être touché si jamais le cancer se déplace dans les ganglions. Et donc, on va retirer que ce ganglion-là. On l'utilise très fréquemment dans le cancer du sein, en fait, cette technique-là. Donc là, on ne l'utilise pas pour le cas le plus fréquent des cancers de l'ovaire, c'est-à-dire un stade avancé, 3/4 des cas environ. Un quart des cas à peu près, c'est un stade localisé, c'est-à-dire le cancer s'est développé uniquement au niveau d'un ovaire ou de 2 ovaires. Ça peut être des patientes plus jeunes, c'est des symptômes à ce moment-là qui sont liés au fait d'avoir un gros ovaire. Et donc quand on a un gros ovaire, par exemple, il peut se tourner, se tordre, faire une torsion, et à ce moment-là être très douloureux par exemple. Donc on peut le découvrir à ce moment-là. Donc dans ce cas-là, la chirurgie, c'est qu'on enlève ce cancer de l'ovaire. On enlève habituellement également l'utérus, l'autre ovaire, une partie du péritoine qui s'appelle l'épiplomb également. Et là, on se pose la question d'enlever les ganglions ou pas. Pourquoi? Parce que si les ganglions sont atteints, ça nous donne une information supplémentaire sur le risque de rechute du cancer de l'ovaire. Et à ce moment-là, ça nous apporte une information supplémentaire pour le suivi de la patiente. À l'heure actuelle, dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle un curage, c'est-à-dire qu'on retire tous les ganglions et on ne se pose pas la question de savoir quel est le premier ganglion qui est touché. Donc, ganglion sentinelle, pour le sein, oui. Pour d'autres cancers de l'utérus, éventuellement. Pour le cancer de l'ovaire, non. Pas à l'heure actuelle. D'accord. Très bien. On avait également une question de Flo qui nous disait qu'elle avait eu un cancer des ovaires de stade 3 en mars 2016, qu'elle était mutée BRCA2. Et en fait, elle te demandait, est-ce que vous pensez que je dois subir une mastectomie de prévention du cancer du sein ou faire une IRM, mammographie et examen tous les ans? Alors ça, c'est un débat. Donc, Flo est porteuse d'une mutation BRCA2, ce qu'elle veut dire quand elle dit qu'elle est mutée BRCA2. Et les patients qui sont porteuses d'une mutation de BRCA1 ou de BRCA2 ont un risque augmenté de faire des cancers, en particulier des cancers du sein, de l'ovaire, dans une moindre mesure, des cancers pour l'homme de la prostate et pour les 2 sexes, des cancers du pancréas aussi, dans une moindre mesure. La question qui est posée là n'est pas une question qui est directement liée au cancer de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire a possiblement permis de découvrir cette mutation BRCA chez Flo. Mais c'est la question de la surveillance du risque de cancer du sein quand on est porteuse d'une mutation BRCA. C'est une question qui est complexe, qui est débattue, on était très conservateur en France, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup d'IRM et de mammographie annuelle de surveillance en conservant les seins pour détecter le plus tôt possible le cancer. D'autres pays avaient une approche plus radicale en pratiquant la mastectomie bilatérale, donc on enlève les 2 seins pour, entre guillemets, se débarrasser du risque de cancer du sein. Ça ne le ramène pas à zéro, mais effectivement, ça le diminue fortement. Il y a eu des données relativement récentes qui ont montré qu'effectivement, c'était probablement une bonne stratégie. Donc, tout ça pour dire que c'est très difficile de répondre à Flo là. Il y a des pour et des contre. En fait, c'est une discussion subtile en fonction de l'âge, déjà, de Flo, et en fonction de ses antécédents. Et là, on peut se poser la question, effectivement. La chirurgie radicale permet de diminuer très fortement le risque de cancer du sein, c'est ce qui est peut-être assez utile. Donc, c'est une tendance forte en ce moment. On a tendance de plus en plus à pratiquer la mastectomie radicale, sauf chez les patientes âgées, parce que si on arrive à un âge plus avancé, d'une part, les examens de surveillance de sein sont plus efficaces pour mieux surveiller, et d'autre part, on a passé le cap des plus hauts risques de rechute, de survenue d'un cancer du sein, donc c'est moins important. Donc, je ne peux pas y répondre, mais c'est 2 attitudes intéressantes. Le plus simple, c'est que souvent les conseillers génétiques, c'est-à-dire ceux qui ont découvert la mutation BRCA, proposent une surveillance intensive pour les femmes à risque comme ça, et ils sont souvent d'excellents conseils. Donc, je conseillerais à Flo d'en discuter avec son conseiller génétique qui la suit régulièrement, qui lui propose cette surveillance annuelle, et lui faire confiance, parce qu'en France, ils sont vraiment extrêmement compétents. Donc, on a cette chance-là.
on peut leur faire confiance sans problème. D'accord. On avait également une question, alors ça concernera peut-être plus le cancer du sein, mais on va quand même écouter ta réponse. Donc pendant ma chimio au Taxotere combiné au Médrol, j'ai pris 26 kilos en 3 mois, auxquels se sont ajoutés 6 kilos depuis l'hormonothérapie. Donc l'oncologue nie le lien entre prise de poids et traitement. Et du coup, la personne a arrêté le traitement et ne prend plus de poids. Par contre, malgré tous les efforts, elle n'arrive pas à perdre tous les kilos qui l'ont fait basculer malheureusement dans l'obésité. Du coup, elle demande comment est-ce qu'on peut perdre ce poids, combien de temps après la fin des traitements et de quelle façon. C'est une question difficile auquel on est confronté parfois. C'est très probablement effectivement un cancer du sein parce que le Taxotere est une chimiothérapie qui est relativement peu utilisée dans le cancer de l'ovaire, même si c'est une chimiothérapie active, mais on lui préfère le plus souvent son cousin, le Taxol. Donc je présume que cette patiente anonyme a plutôt été traitée d'un cancer du sein. Et on est associé donc du Médrol, le Médrol étant une forme de corticoïde, donc de corticothérapie, qu'on associe au Taxotere dans la plupart des cas pour éviter certains effets secondaires du Taxotere. Une prise de 26 kg en 3 mois pendant le Taxotere, puis de 6 kg encore pendant l'hormonothérapie. Je ne peux pas bien sûr me prononcer sur ce qui s'est passé exactement pour cette patiente anonyme. Là, il y a un fait qui peut peut-être étayer la réflexion de l'oncologue qui pense qu'il n'y a pas forcément de lien avec le traitement, c'est que il y a eu la prise de poids pendant le Taxotere et pendant l'hormonothérapie. Donc comme si c'était un autre facteur indépendant, c'est le facteur-là, qui s'est poursuivi pendant la chimio et pendant le traitement hormonal. Donc ça, c'est la première réflexion que j'ai. La seconde réflexion, c'est pendant le Taxotere, 26 kg, c'est pas banal non plus, effectivement. Le Taxotere peut donner des œdèmes, mais qui sont habituellement très limités et qui se résolvent bien avec la cortisone, donc habituellement pas les 26 kg. Mais ce qu'on observe en pratique, c'est pour ça que je disais que la question était difficile, c'est qu'il y a des femmes effectivement qui prennent du poids, qui peuvent prendre beaucoup de poids avec le traitement du cancer du sein. C'est une prise de poids qui est très probablement multifactorielle. Donc il y a possiblement une part liée au traitement, mais il y a aussi une part liée globalement au contexte. Le choc d'avoir un cancer, de changer finalement de personne. On n'est plus un individu indemne qui se sent bien, qui va bien, mais on est une personne malade qui, entre guillemets aussi, sort de la société, ce qui peut être assez lourd, qui vit la chimiothérapie qui n'est pas du tout évidente à supporter, donc qui peut aussi changer de régime alimentaire à cause de ça. Donc situation difficile et il y a des problèmes de prise de poids après. Comment le résoudre? Peut-on perdre ce poids? C'est une question qui n'est pas directement une spécialité, mais effectivement, il y a des suivis nutritionnels qui sont importants, peut-être d'en discuter avec un nutritionniste, peut-être aussi pas que sur le plan du régime, c'est le plan de l'activité physique. Ça, c'est un point peut-être très important aussi à signaler, c'est que l'activité physique, on le sait, dans beaucoup de cancers, réduit le risque de rechute. C'est donc un point extrêmement important, d'autant que de base, l'objectif quand on traite un cancer du sein, ou un cancer globalement, c'est que l'individu, à la fin, puisse se réinsérer dans la société, puisse se ressentir normal, en tout cas le plus proche possible de la normalité, et donc se mettre à avoir un suivi pour d'autres pathologies, problèmes cardiaques. Il faut se rappeler que le cancer n'est pas la seule cause de morbidité ou mortalité en France, c'est aussi les problèmes cardiaques. Donc la prise de poids peut être importante pour ce risque-là, et donc il faut aussi avoir l'activité physique pour ça et le régime alimentaire pour ça. Donc c'est important de perdre du poids par le régime alimentaire, en discutant avec le nutritionniste, donc en entamant un suivi, et par l'activité physique. Le point, par contre, que je dois peut-être souligner avant, le poids c'est très important effectivement, pour des raisons physiques, pour se sentir bien, pour diminuer son risque de rechute aussi, comme je le disais, mais aussi, le point très important, c'est que cette personne a arrêté son traitement d'hormonothérapie. Et le traitement d'hormonothérapie est un excellent traitement pour éviter le risque de rechute. Et ça, c'est quelque chose de très problématique. Donc, j'encourage vivement cette personne à en rediscuter encore avec son oncologue. Au moins, il y a des patientes qui arrêtent l'hormonothérapie. On le sait depuis longtemps, elles nous le disent ou pas. Je crois qu'on est à peu près à 50-50 dans mes souvenirs, dans les chiffres à peu près de patientes qui se confient ou pas. Je pense que le point essentiel en tant qu'oncologue, c'est qu'au moins vous le disiez à votre oncologue. Vous continuiez le suivi, absolument, avec le médecin, et que vous lui disiez, voilà, vous m'avez prescrit il y a 4 mois l'hormonothérapie, je ne le prends plus parce que j'essaie de perdre du poids. Au moins de l'informer de ça,
pour qu'il puisse en rediscuter avec vous, éventuellement essayer une autre hormonothérapie. Il y a plusieurs hormonothérapies, je ne sais pas quel est son âge, donc c'est un point très important pour savoir s'il y a une ou plusieurs hormonothérapies, mais il y a peut-être d'autres possibilités. C'est un point important de ne pas lâcher le traitement du cancer. Très bien. Alors là, on vient d'avoir une question de Charlène en live. Elle nous dit qu'elle a eu un cancer du sein à 30 ans, que sa maman avait actuellement un cancer des ovaires, donc elle est mutée BRCA1, et elle demande à partir de quand elle doit surveiller ses ovaires. On lui a dit 40 ans, mais est-ce qu'il peut y avoir un problème avant ça? Alors, 40 ans, c'est l'âge habituellement recommandé pour se poser la question de la chirurgie prophylactique des ovaires, c'est-à-dire pour retirer le cancer de l'ovaire avant qu'il apparaisse chez les patientes porteuses d'une mutation BRCA, pas chez l'ensemble de toutes les patientes. C'est un âge à moduler en fait en fonction de l'âge de survenue du cancer chez la maman. Si la maman a eu un cancer de l'ovaire à 60 ans, ça semble tout à fait raisonnable d'envisager la chirurgie des ovaires à 40. Si elle a eu un cancer de l'ovaire à 40, il faudra peut-être se poser la question un peu plus tôt, justement, pour ne pas attendre ce moment-là et pour ne pas opérer au moment où le cancer de l'ovaire est déjà présent. Donc, le plus simple, c'est de voir effectivement avec le médecin, en donnant l'information de l'âge de survenue du cancer chez la maman, et en fonction de ça, il dira à quel âge il faut se poser la question de la mastectomie. S'il a recommandé 40 ans, c'est qu'on peut présumer que le cancer de l'ovaire est apparu chez la maman à plus de 45 ou plus de 50 ans, et donc c'est un âge qui me semble tout à fait raisonnable. D'accord, très bien. On a également une question de Cécile qui nous dit qu'elle est porteuse de BRCA1, qu'on lui a enlevé les ovaires à 41 ans, et elle demande quels sont les risques liés à cette ménopause précoce sans THS. Alors tout d'abord, il y a les bénéfices, parce que le bénéfice même est de faire diminuer le risque de survenue de cancer de l'ovaire. Alors étonnamment, ça ne le ramène pas à zéro. Ça peut être étonnant, mais en fait, quand on dit cancer de l'ovaire, on comprend une famille plus globale qui est les cancers survenant au niveau des ovaires, des trompes ou du péritoine. Cette enveloppe, ce feuillet, cette pellicule, si vous voulez, qui couvre tout le ventre. Donc l'ensemble de ces cancers-là, on les appelle cancers de l'ovaire par abus de langage. Quand on enlève les ovaires en prophylaxie, ce qui est arrivé donc à Charlène, c'est ça? C'était à Cécile. Oui. À Cécile. On fait chuter le risque de cancer de l'ovaire, mais il peut quand même apparaître. Alors, on lui a enlevé les ovaires, on lui a enlevé les trompes également, très probablement. On enlève les deux en même temps, ce qui sont juste à côté. Ça ne s'apporte plus rien d'avoir des trompes sans les ovaires. Mais on garde quand même un risque faible qui existe de cancer du péritoine. Mais en tout cas, on a très fortement fait diminuer le risque de cancer de l'ovaire. Donc, c'est le premier point avant de parler des effets secondaires. Après, les effets secondaires, c'est effectivement des problèmes liés à la ménopause. Donc, il y a tous les symptômes qu'on ressent immédiatement et qu'a dû ressentir Cécile et qui sont très pénibles, les bouffées de chaleur qui peuvent être très invalidantes, en particulier quand ça arrive brutalement. C'est le premier point, donc les bouffées de chaleur. Il y a des techniques alternatives, surtout parce qu'il n'y a pas de technique médicamenteuse vraiment très efficace sans le THS. Et donc, il peut y avoir des techniques qui peuvent aider autour de l'hypnose qu'on pratique ici, mais d'autres pratiquent l'acupuncture, l'auriculothérapie. Ces techniques comme ça qui peuvent essayer de nous faire passer le cap des premiers mois où il y a des symptômes de ces bouffées de chaleur, des symptômes de la ménopause. Et plus globalement, c'est ce qui est lié à la ménopause. Donc, on augmente son risque d'ostéoporose. Donc, pour contrebalancer ça, encore une fois, on retombe sur l'activité physique. Pour lutter contre l'ostéoporose, c'est l'activité physique, c'est aussi la supplémentation en vitamine D, en calcium. Il y a également éventuellement une prise de poids liée à la ménopause de quelques kilos habituellement. Là encore une fois, l'activité physique, que vous encouragez, sera peut-être un des grands messages aujourd'hui. Et plus globalement, les risques qui interviennent progressivement avec l'âge. Donc, avec la ménopause, on a logiquement moins d'hormones et donc la protection cardiovasculaire est moins bonne. Donc, il y a peut-être un petit risque un peu plus supérieur d'événements cardiovasculaires. Et là, comme tu peux le deviner, pour réduire le risque cardiovasculaire, il faut faire du sport. Donc ça revient encore là-dessus. Donc globalement là, pour résumer, ce serait effectivement passer le cap des bouffées de chaleur. Je n'ai pas de solution miracle, mais essayer de trouver des thérapeutiques alternatives autour de ça, d'en discuter avec le médecin traitant, la gynéco. Et à côté de ça, l'activité physique pour pallier la ménopause. D'accord. Alors, on a également Marie-Laure qui nous dit qu'elle a eu un cancer du sein à 39 ans en 2014, traité par tumorectomie, chimiothérapie et hormonothérapie par tamoxifène actuellement.
En 2015, elle a eu une tumeur rare de l'ovaire, donc borderline, donc ovariectomie, salpingectomie, et j'ai de temps en temps des petits saignements et un endomètre épaissi à 15, alors je pense que c'est millimètres. Faut-il envisager un curetage? Alors, ouais, parce que c'était un petit peu long et j'ai été déconcentré par la vidéo que je vois en direct en fait, pour tout vous dire. Je vois mais avec un décalage en fait, donc ça m'a déconcentré. C'est au tamoxifène, c'est pour ça qu'elle se pose la question. Donc en fait, elle est traitée par du tamoxifène. Comment elle s'appelle? Marie-Laure. Marie-Laure. Marie-Laure, vous êtes traitée par tamoxifène pour le cancer du sein, donc ça fait partie justement des hormonothérapies. Le tamoxifène étant efficace aussi bien chez les patientes ménopausées que non ménopausées. Le tamoxifène est très efficace. C'est en fait un médicament qui ressemble à une hormone, qui ressemble à un œstrogène, qui va en même temps avoir un effet négatif sur les éventuelles cellules cancéreuses de sein qui resteraient quelque part dans le corps. On n'est pas sûr, au moment il est là pour couvrir ce risque et il les éteint en quelque sorte. Et qui va avoir un effet par contre positif, pro-hormone, dans d'autres tissus du corps. Par exemple, il va avoir un effet pro-hormone dans les os et donc il lutte contre l'ostéoporose, par exemple. C'est un effet pro-hormone qui peut nous embêter dans la question de Marie-Laure au niveau de l'utérus, parce qu'il va épaissir l'utérus, c'est très courant. À côté de ça, il va avoir un effet pro-hormone aussi sur les ovaires. Si la patiente a encore ses ovaires, ça donne des kystes ovariens. Donc ça, c'est des effets simplement d'imprégnation de tamoxifène. Le fait que ça s'épaississe, ça nous dit qu'il y a une imprégnation. Et à côté de ça, effectivement, il faut se poser les questions, il faut se méfier parce qu'il y a un risque très faible, mais qui existe, de cancer de l'utérus avec le tamoxifène. En fait, à force de stimuler l'utérus, ça peut aller jusqu'à provoquer des cancers de l'utérus. C'est très rare, c'est des cancers qui sont très localisés, qu'on dépiste bien. Donc la meilleure recommandation, c'est de faire une bonne échographie, de la montrer à son gynécologue. Et en fonction de ça, s'il a un doute à l'échographie, le gynécologue pratiquera un curetage, c'est-à-dire qu'il mettra une canule, disons un tuyau si vous voulez, dans l'utérus pour aller gratter cet épaississement de l'utérus et vérifier qu'il est bien bénin, simplement lié à l'imprégnation au tamoxifène. Ce n'est pas un motif pour arrêter le tamoxifène, c'est un médicament qui reste très efficace, un simple épaississement n'est pas un motif. Même si c'est des petits saignements, si l'échographie est rassurante, éventuellement le curetage est rassurant, on n'a pas besoin d'arrêter le tamoxifène. D'accord, très bien. Alors pour l'instant, nous n'avons plus de questions en direct, donc on va peut-être repartir sur les questions qui nous avaient été envoyées juste avant. Alors une question de Barcelos qui nous dit qu'en 2013, elle a eu un kyste de l'ovaire droit qui mesurait 4 cm et sa gynéco lui a dit qu'il allait disparaître puisque c'était un kyste fonctionnel. Mais après quelques mois, donc, il a grandi jusqu'à mesurer 10 cm et là, elle a dit qu'il fallait l'enlever au risque qu'il éclate après opération. Et en fait, ils ont retrouvé, je suppose, une métastase du cancer du sein et elle voudrait savoir si c'était aussi un cancer de l'ovaire. Alors, il y a beaucoup de questions là-dedans, beaucoup de questions qu'on entend en fait en consultation. Tout d'abord, là, il y a la question du kyste de l'ovaire. Un kyste de l'ovaire de 4 cm, c'est relativement banal chez les femmes non ménopausées dans le cycle, c'est-à-dire simplement lié à la fonction de l'ovaire, donc on va dire bénin, si vous voulez, banal. Et il faut les surveiller un petit peu parce que 4 cm, ça reste encore raisonnable, mais plus gros, ça peut justement se tordre, provoquer des douleurs et être embêtant pour ça. Et donc, habituellement, on les surveille, ils disparaissent spontanément et c'est réglé. Si ça ne disparaît pas, si c'est trop gros, si ça peut embêter la patiente, on le retire. Là, il mesurait 10 cm. Donc là, on l'a dit, à 10 cm, il faut l'enlever. Effectivement, à 10 cm, là, il a un vrai risque de se tordre. Et à 10 cm, ça commence à devenir douloureux pour un kyste. Et on le retire avec précaution, normalement, justement, pour pas, si jamais c'est autre chose qu'un kyste bénin, disséminer du cancer. Et il s'avère chez Barcelos qu'on a découvert que c'était une métastase de cancer du sein. Alors ça arrive. Les cancers du sein peuvent faire des métastases. Les cancers du sein peuvent faire des métastases le plus souvent dans les ganglions, les premiers ganglions étant sous le bras, les ganglions axillaires, qui sont faciles à retirer, mais ça peut faire des métastases dans les autres ganglions. Ça peut faire des métastases au niveau également des poumons, du foie, des os. Ça peut faire des métastases au niveau des ovaires, en fait. Plus particulièrement une forme rare de cancer du sein qu'on appelle les cancers lobulaires, qui font des cancers, des métastases atypiques, l'ovaire faisant partie des sites atypiques de cancer, de métastases de cancer du sein lobulaire.
Donc, si c'est une métastase au cancer du sein, on peut imaginer que c'était ça qui était en cause. Est-ce que c'est aussi un cancer de l'ovaire? Ça, c'est une question qu'on entend de façon très récurrente. Les patients ont des cancers du côlon, par exemple, et ensuite ont des métastases au niveau du foie et se disent « Ah bah mince, maintenant j'ai un cancer du foie. » Les cancers du foie, c'est grave parce qu'on n'a pas de traitement, par exemple. C'est ce qu'on peut entendre pendant longtemps. En fait, le type de cancer ne change pas en bougeant. Il faut bien imaginer qu'un cancer du sein, c'est un cancer du sein. On définit le cancer en fonction de son tissu d'origine. Donc il est apparu au niveau du sein, c'est un cancer du sein, et même s'il bouge, même s'il va ailleurs, s'il fait des métastases, il garde cette caractéristique et il garde toutes les caractéristiques biologiques d'un cancer du sein. Donc s'il se déplace dans le poumon, dans le foie, dans les os ou dans les ovaires dans son cas, il reste un cancer du sein. Et donc on va utiliser des traitements de cancer du sein. Donc des hormonothérapies de cancer du sein, la plupart du temps pour les lobulaires, ou si ça ne marche pas, des chimiothérapies de cancer du sein, mais on ne va pas pratiquer les traitements de cancer de l'ovaire du tout. Donc ce n'est pas un cancer de l'ovaire. D'accord, très bien. Alors on a une nouvelle question de Charlène qui nous dit que malgré le retrait des ovaires, comment peut-on savoir s'il y aura une récidive du cancer des ovaires? Quel est le pourcentage de cette récidive? Alors ça c'est une question récurrente bien sûr. C'est une question importante. Le risque de cancer de l'ovaire chute avec la chirurgie. Clairement, on diminue fortement. Maintenant, il persiste ce risque. Ce risque va dépendre en fait de l'âge de la patiente, va dépendre du type de mutation qu'elle a, de quel gène est muté, de l'histoire familiale aussi, ça va participer à la réflexion. Donc on ne peut pas être absolument sûr que le risque de cancer est complètement résolu, malheureusement. Ça amène une question plus globale, qui est une question beaucoup plus complexe, qui est de savoir la question de la guérison d'un cancer. Parce qu'en fait, c'est ça que ça amène. Je dis ça, j'extrapole un petit peu par rapport à la question de Charlène, c'est que, en gros, si j'interprète Charlène, c'est qu'elle a cette mutation BRCA. Donc elle vit avec cette épée de Damoclès d'avoir un jour un cancer de l'ovaire, un cancer du sein. Et elle voudrait finalement peut-être, je projette un peu peut-être Charlène, mais peut-être qu'elle me répondra en direct, savoir à quel moment elle pourra redevenir quelqu'un entre guillemets normal et qui n'a plus ce risque de cancer. La première chose à dire, ce n'est pas le côté plus joyeux, mais c'est que dans la population générale, le risque de cancer est très important, puisque un tiers de la population aura un jour un cancer, si ce n'est pas déjà le cas. Donc c'est très important. Le risque est énorme de cancer dans la population générale. Donc on a un risque tous de faire un cancer. Les patientes porteuses d'une mutation BRCA augmentent fortement ce risque, puisqu'il n'est pas d'un tiers, mais le plus important, ne serait-ce que pour les cancers du sein ou de l'ovaire. Mais il baisse fortement grâce aux chirurgies prophylactiques sans disparaître complètement. Ce que je veux dire par là, sur la question de savoir quand est-ce qu'on est guéri, c'est que les patientes opérées me posent très souvent la question à la fin du traitement, est-ce que ça y est, je suis guéri? Ce qu'on répond, ce que certains d'entre nous répondent, c'est qu'on est en rémission complète, on a fait tout disparaître, mais on ne peut pas être assuré que le cancer ne reviendra pas. Le cancer reviendra peut-être. Et c'est ça toute la difficulté, aussi bien pour les patientes qu'on a traitées d'un cancer, quel qu'il soit, que pour les patientes comme Charlène qui ont cette mutation et donc cette épée de Damoclès. C'est en fait la question plus globale de comment se construire ou comment se reconstruire en étant, alors c'est une expression que j'utilise, en étant plus naïf. C'est-à-dire qu'on vit longtemps en étant naïf, en se disant le cancer ça tombe chez les autres, mais moi j'en ai pas et peut-être que j'arriverai à passer entre les gouttes. Quand on a eu un cancer ou quand on a une prédisposition, on n'est plus naïf, c'est-à-dire qu'on sait qu'un jour ou l'autre on a un risque de faire un cancer, c'est comment on se construit avec ce risque. Tout ce que je peux dire pour conclure pour Charlène, c'est que le risque est beaucoup plus faible, clairement. Il existe toujours et on ne peut pas le faire disparaître complètement. Même avec les stratégies qu'on essaie de tester dans le futur, de médicaments pour éviter que le cancer apparaisse, des idées qui se développent en ce moment, de donner des médicaments préventifs, même avec les meilleurs médicaments préventifs, le risque de cancer existera toujours, soit à cause de mutations, soit à cause plus globalement parce qu'on est tous des êtres humains et qu'on a un risque important un jour de faire un jour ou l'autre un cancer. Il faut essayer de se construire avec, c'est ça l'une des grosses difficultés qu'on n'aborde pas assez en cancérologie. D'accord. Alors on a également un message de Mag qui nous dit qu'elle a 37 ans, un cancer métastatique et un traitement par Enantone qui n'est pas efficace.
Pourquoi, lorsque j'évoque une ovariectomie, les médecins sont très réticents? Et deuxième question, est-il possible de faire une reconstruction mammaire lorsqu'on est en stade métastatique? Alors là, comment ça s'appelle? Mag. Mag. Ou Antoinette? C'est Mag Antoinette? Mag Antoinette. Mag. Donc là, il s'agit encore d'un cancer du sein, je pense, vu le type de traitement, l'énantone, un traitement utilisé dans les cancers du sein. Et elle parle en plus de reconstruction mammaire, donc je pense que c'est ça. Alors la première question, c'est pourquoi est-ce que les médecins sont réticents concernant la chirurgie, l'ovariectomie? C'est une très bonne question, Mag. Alors pour expliquer aux autres personnes qui nous suivent, l'énantone, ce sont des piqûres qu'on peut faire tous les mois par exemple, ou un peu moins souvent en fonction des formulations, qui sont des piqûres hormonales qui vont bloquer les sécrétions hormonales féminines. Le terme très moche utilisé encore par certains, c'est castration chimique, si vous voulez. Mais ce n'est pas un terme que j'utilise en consultation parce que ce n'est pas joli tout simplement. Mais au moins, ça fait comprendre la question de Mac et de savoir mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une castration chirurgicale, c'est-à-dire d'enlever les ovaires. C'est une très bonne question et en fait, ça dépend des pays. Les États-Unis pratiquent beaucoup l'ovariectomie en fait pour remplacer les piqûres. Pourquoi pas remplacer les piqûres par la chirurgie de l'ovaire? Ce n'est pas tellement notre pratique en France en moyenne, mais certains de mes collègues le font. On se pose la question de plus en plus souvent. Après, pour pondérer ce choix de la chirurgie, ce n'est pas un geste anodin. Ça reste une chirurgie, ça reste les risques anesthésiques, les risques d'une chirurgie de pelvienne ou d'enlever les ovaires. On peut se demander est-ce que ça vaut le coup de faire ça alors qu'on peut faire des piqûres simplement, étant donné que l'efficacité sera la même. Donc, ils sont peut-être réticents. Sur un plan médical, ce n'est pas absolument formel comme ça, en tout cas de ce que je peux deviner de l'histoire de Mag. Mais c'est vrai, à la décharge de mes collègues, moi-même, je pratique pas ou exceptionnellement les ovariectomies dans ces cas-là, mais c'est une question qu'on pourrait se poser. Je ne serais pas choqué qu'une personne pose cette question-là. La suite de la question, c'était la reconstruction mammaire lorsqu'on est à un stade métastatique. C'est une question compliquée également, pareil, parce qu'on n'a pas de référence là-dessus précise. Il y a une question de base qui est la question de savoir à qui on propose la reconstruction mammaire. On essaie de proposer la reconstruction mammaire effectivement à des patients pour se reconstruire après le traitement, pour se reconstruire psychologiquement après le traitement localisé d'un cancer du sein, pour pouvoir justement mieux se réinsérer et mieux se reconstruire, comme je disais tout à l'heure, sur ce que c'est que la vie après un cancer. Au stade métastatique, certains peuvent le pratiquer. C'est une chirurgie qui est parfois un peu lourde en fonction de la technique utilisée, ce qui veut dire que ça peut poser des problèmes pour le traitement du cancer du sein. Si on est amené à arrêter le traitement du cancer du sein parce qu'on a une grosse chirurgie, ça peut être délétère là-dessus. Il peut y avoir des complications chirurgicales qui vont être difficiles à gérer parce qu'on est aussi en cours de traitement, parce qu'on a de la chimiothérapie, parce qu'on a un traitement hormonal. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Il n'y a pas d'obligation absolue de ne jamais faire de chirurgie de reconstruction au stade métastatique. Et c'est vrai que ce n'est pas la pratique courante. Ce n'est pas une pratique qui m'est arrivé de proposer à des patientes ou peut-être dans des cas absolument exceptionnels. D'accord. Alors, on a également une question de Rosa qui nous dit « Malgré la prise de décapeptyl et d'anastrozole suite à une récidive de cancer du sein, est-on sûr qu'aucune hormone n'est active dans le corps pour éviter un cancer des ovaires ?» Alors, je reprends la question de Rosa. Alors, décapeptyl et anastrozole, on est dans le cancer du sein, encore une fois. Et donc, cancer du sein, on va faire un traitement hormonal dans 3/4 des cas parce que ces tumeurs-là sont sensibles aux hormones. Le traitement hormonal, dans le cas de Rosa est probablement donc non ménopausée, en tout cas au début du traitement. Et donc, on a le choix, soit le tamoxifène, soit l'utilisation d'un des médicaments, comme je disais tout à l'heure, entre guillemets de castration chimique, énantone ou décapeptyl, c'est pareil. Et on rajoute l'anastrozole dans son cas, qui est un autre traitement hormonal. Donc, le décapeptyl va bloquer la fonction ovarienne, donc les ovaires ne marchent plus grâce au décapeptyl, on provoque la ménopause, comme si on enlevait les ovaires. Et ce qui est un autre point d'ailleurs pour la question de tout à l'heure, c'est qu'avec l'ovariectomie, quand on a les ovaires,
on nous avait complètement, on ne peut plus revenir en arrière. Avec le décapeptyl-énantone, il suffit d'arrêter le traitement et on peut espérer revenir en arrière et retrouver les règles et donc perdre les effets secondaires justement de la ménopause. C'est un petit aparté. Donc le décapeptyl bloque la fonction des ovaires, mais malgré tout, il y a des hormones qui circulent, des hormones non spécifiques des femmes ou des hommes, qui sont des hormones surrénaliennes qui circulent dans le sang et qui peuvent, dans d'autres tissus, en particulier dans les tissus adipeux, dans la graisse en fait, être transformées en fait par une enzyme qu'on appelle l'aromatase en hormones féminines. Et donc ce qu'on fait pour bloquer cette sécrétion-là, c'est qu'on utilise un anti-aromatase, l'anastrozole en est un typique. Et donc chez Rosa, on a bloqué les ovaires. Il reste une petite sécrétion grâce à la graisse qui est bloquée aussi par l'anastrozole. Donc on fait très fortement réduire le taux d'hormones, très fortement. Malgré tout, il reste toujours un petit fond d'hormones qui peut être sécrété. Pour répondre à la question, donc on ne peut pas complètement se débarrasser des hormones sexuelles et il peut quand même, malgré les traitements optimaux, y avoir des rechutes de cancer sensibles aux hormones dans ces cas-là, mais le risque est quand même très fortement diminué. Est-ce qu'on est sûr qu'augmenter dans le corps pour éviter un cancer ovarien? Alors le cancer ovarien n'est pas évité par les traitements hormonaux. Le fait les traitements hormonaux ne sont pas efficaces ou extrêmement peu efficaces dans les cancers des ovaires. Donc, par exemple, une femme qui rechute d'un cancer du sein, on va très souvent utiliser le traitement hormonal, en tout cas pendant les premiers mois, premières années. On va le privilégier parce qu'il est mieux supporté pendant le plus longtemps possible. Pour les cancers des ovaires, une femme qui rechute d'un cancer de l'ovaire, on va utiliser la chimio quasiment toujours et exceptionnellement des traitements hormonaux. D'accord. Alors, on a une question de Pollux qui nous dit bonjour, j'ai un cancer de l'ovaire de stade 3C en 2015, récidive en 2018 et BRCA1 depuis la fin de la chimio. Ok, donc type de chimio. Je suis en traitement d'olaparib depuis juillet. Combien dure ce traitement et est-il efficace pour éviter la récidive et est-ce que ça me protège du cancer du sein? D'accord. En fait, c'est Sylvie. Donc il y a 3 questions. Ouais. Sylvie ou Pollux? Ah, Sylvie, effectivement. Oui, c'est Sylvie. Pas banal, Pollux. Mais, cancer de l'ovaire stade 3C, donc c'est un stade avancé, comme je disais, la majorité des cas de cancer de l'ovaire en 2015. La rechute en 2018, avec une mutation BRCA, je pense, chez Sylvie, donc dans son corps, des subtilités pour la mutation BRCA. Et dans ces cas-là, c'est effectivement la prise en charge optimale, enfin, en l'occurrence, c'est exactement ce qu'on aurait pratiqué également. Donc la chimiothérapie carboplatin KLX, à la fin de la chimiothérapie, on enchaîne avec un traitement par olaparib. L'olaparib est un médicament intéressant, c'est un médicament d'une classe thérapeutique qu'on appelle les inhibiteurs de PARP. À ce jour, il est en France l'olaparib ou le niraparib dans des situations un tout petit peu différentes. L'olaparib, donc, c'est un médicament inhibiteur de PARP qui est extrêmement efficace dans les cancers mutés BRCA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est efficace quand il y a la mutation qui est complètement inactivée, quand le gène est complètement inactivé, c'est-à-dire uniquement dans le cancer, et très peu, ce médicament-là affecte très peu les cellules qui ne sont pas complètement inactivées. En pratique, ce que ça veut dire, c'est que chez Sylvie, Sylvie est porteuse globalement de la mutation BRCA, dans l'un des deux gènes, BRCA, parce qu'on a tous deux gènes, papa et maman. Donc elle a soit le gène de papa, soit le gène de maman qui est muté. Et dans son cancer, si elle a fait un cancer, c'est parce que le deuxième gène, donc inversement maman ou papa, a été perdu. Donc le gène est complètement inactivé. Et donc l'olaparib détruit les cellules tumorales en préservant le plus possible les autres cellules. Donc c'est un médicament qui est relativement bien supporté et qu'on peut prendre pendant longtemps. Ça a montré son efficacité au moment où il y a une rechute pour éviter la rechute suivante, ou en tout cas la décaler le plus loin possible. Le chiffre qu'on utilise pour montrer cette efficacité, c'est le chiffre un peu technique d'hazard ratio de 0,2, c'est un pourcentage. Et si on le dit grossièrement, qui n'est pas une façon grossièrement moins facile à expliquer, c'est disons que ce que je dis à mes patientes, c'est que pour un temps donné, on a 80% ou 70% dans ces eaux-là de risque de rechute en moins. C'est-à-dire si à 1 an, sous olaparib, on a 70 à 80% de risque de rechuter en moins que si elle n'avait pas d'olaparib. Donc voilà pour vous donner une idée de l'efficacité.
Une autre idée de l'efficacité, c'est que ce médicament-là a été inventé autour de 2005 à peu près. Le premier grand essai clinique, c'était disons à la fin des années 2000, le début des années 2010. C'était surtout en Angleterre et on a des collègues anglais qui ont des patientes traitées par olaparib depuis plusieurs années. Donc plusieurs années sous traitement. C'est des patientes qui ont rechuté même pour les premières, qui ont chuté plusieurs fois et qui, grâce à l'olaparib, peuvent vivre des années sans reprendre de chimiothérapie. Alors malheureusement, ce n'est pas toutes les patientes, mais il y a un nombre substantiel de patientes qui peuvent vivre longtemps comme ça sans chimiothérapie grâce à l'olaparib. Alors ce qu'il faut dire, il faut être compatissant envers celui, c'est que c'est un paquet de gélules à prendre, puisque c'est 8 gélules matin et soir. Mais il y aura une nouvelle formulation l'année prochaine où ce ne sera que 2 comprimés matin et soir, ce qui permettra d'aider pour supporter le médicament. Donc ça marche très bien pour éviter la rechute, l'éventuelle seconde rechute. Ça apporte même plus que pour la rechute, de la vie en plus, probablement, ce n'est pas encore définitivement prouvé, mais les résultats seront là et probablement que dans quelques années, on pourra affirmer qu'on vit plus longtemps malgré les rechutes grâce à l'olaparib. La seconde question qui venait, c'est est-ce que ça me protège du cancer du sein? Eh bien, ce n'est pas prouvé, mais probablement que oui. C'est ça que je sous-entendais tout à l'heure quand je disais qu'il y avait des stratégies pour réfléchir à la chimioprévention des cancers. Il y a de nombreuses années, en fait, les patients de BRCA ont essayé de prévenir les cancers du sein en donnant du tamoxifène. Donc la patiente est un individu, elle n'est pas encore atteinte de cancer. Et pour éviter qu'elle fasse un cancer du sein, on leur donnait en préventif le traitement hormonal contre le cancer du sein. Eh bien, les questions qui se posent, c'est savoir est-ce qu'il ne faudrait pas donner de l'olaparib en préventif, puisque comme je vous disais, c'est plutôt bien supporté, et que ça réduit uniquement, et ça attaque uniquement les cellules cancéreuses. Donc ça devrait pouvoir réduire ce risque de cancer du sein. En tout cas, moi, c'est ce que j'affirmerais à une patiente, même si je n'ai pas prouvé. Les dernières études aussi montrent la même tendance. Sur une étude qui s'appelle Solo 1, on a l'impression que ça diviserait par 2, mais il y avait très peu de cas, l'étude est encore très précoce, mais ça semble diminuer le risque de cancer du sein. Après, la question plus globale, c'est chez Sylvie, où il y a une bonne indication de l'olaparib, tant mieux. Et ça peut rassurer Sylvie, oui, je pense que ça peut diminuer le risque de cancer du sein. Maintenant, est-ce que sur la population globale, le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire est-ce que sur la population globale, les effets secondaires, certes rares, de l'olaparib, mais potentiellement embêtants, compensent, en tout cas, au contraire, ne compensent pas, sont inférieurs aux bénéfices obtenus en diminuant le cancer du sein? Ça, c'est pas sûr. Mais voilà, oui. D'accord. Ok. Sylvie nous précisait qu'elle avait 50 ans, alors je ne sais pas si ça modifie en partie quelque chose. Pas particulièrement. Non, voilà, donc c'était juste une petite précision. Alors pour l'instant, on n'a pas plus de questions en direct, donc n'hésitez pas à en poser. On va juste, là on avait une question tu en as déjà un petit peu parlé des symptômes, mais du coup Koudia nous demandait, on peut peut-être rappeler du coup, est-ce qu'il y a des symptômes alarmants du cancer de l'ovaire? Plus alarmants que d'autres peut-être? En fait, on découvre très souvent un stade avancé, comme je te disais, avec une atteinte étendue de l'ensemble du ventre et très facilement une atteinte au niveau du poumon, pas tout à fait au niveau du poumon, en fait, au niveau de la plèvre. Donc je parlais du péritoine tout à l'heure, cette espèce de feuillet. On peut développer pendant qu'il n'y a pas de questions. Le péritoine, dont on entend beaucoup parler pour les patientes qui ont un cancer de l'ovaire qui nous écoutent. Le péritoine, c'est une enveloppe. Ce que je dis aux étudiants, c'est que c'est un peu comme un sac plastique, si vous voulez. Donc il y a ces deux feuillets de sac plastique qu'on peut faire comme ça. Quand on essaie de les ouvrir, on sent que ça circule l'un sur l'autre. Et en fait, il y a l'un des feuillets qui est collé aux intestins, collé aux parois, collé aux organes qui se trouvent là, et l'autre qui est de l'autre côté, sur l'autre intestin, et qui en fait permet une lubrification entre les organes et permet en fait que les organes puissent se frotter l'un contre l'autre. Et donc c'est ce feuillet qui recouvre l'ensemble de tous les tissus dans le ventre, sauf les ovaires en l'occurrence. Mais les ovaires se déplacent à l'intérieur et donc sont dans ce péritoine. Et donc ça circule, ça frotte, il y a un petit peu d'eau justement pour que ça puisse lubrifier et pouvoir diffuser comme ça. Et il y a ce même genre de feuillet, exactement pareil, au niveau du cœur, ça s'appelle le péricarde, et au niveau des poumons, ça s'appelle la plèvre. Donc il y a un feuillet qui est sur le poumon, collé contre le poumon, et l'autre feuillet qui est contre les côtes. Et donc ces deux feuillets permettent en fait au poumon de pouvoir respirer sans que ça fasse de frottement. Et quand une patiente a un cancer de l'ovaire, souvent c'est un stade avancé, comme je disais, dans le ventre, et souvent ça fait une atteinte de la plèvre, donc de l'un de ces feuillets, à droite ou à gauche, ou les deux côtés, et ça peut provoquer une irritation en haut comme en bas.
Et cette irritation fait qu'il y a une sécrétion d'eau, d'un liquide, qu'on appellera ascite dans le ventre, qu'on appellera épanchement pleural dans les poumons. Donc parmi les symptômes alarmants, pas un bon terme, mais en tout cas les symptômes qui nécessitent une prise en charge en urgence, il peut y avoir l'épanchement pleural. L'épanchement pleural donc, est assez banal, mais s'il est important, ça empêche la patiente de respirer, elle se sent essoufflée facilement, une lourdeur. Dès qu'elle s'allonge, c'est caractéristique, elle s'allonge, elle se met à tousser, elle a du mal à respirer, elles sont obligées de dormir assises ou semi-assises. Et c'est surtout important de le diagnostiquer parce qu'avec une simple ponction, quand je dis simple, tout est relatif, une ponction étant en fait de mettre une aiguille dans le dos entre les côtes pour faire aspirer cette eau, on soulage la patiente. Donc ça fait partie des symptômes importants pour pouvoir soulager. Les autres symptômes se passent dans le ventre. L'acide peut être embêtante, mais il faut avoir de nombreux litres d'acide pour être vraiment embêté. Quand c'est que quelques litres d'acide habituellement, on ne se rend pas compte, c'est une lourdeur, ce n'est pas très gênant. On le sent, mais ce n'est pas alarmant. Ce qui peut être plus problématique, et c'est exceptionnel le diagnostic, c'est plutôt quand on a rechuté, quand on a rechuté plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle l'occlusion. L'occlusion, c'est en fait, il y a la rechute du cancer de l'ovaire, même le cancer de l'ovaire stade initial, se met dans le péritoine. Et donc, tu as ce péritoine, ce feuillet qui est posé sur l'intestin. Et donc, ça se pose sur l'intestin, ça peut envahir l'intestin, ça peut attraper un autre bout de l'intestin ensemble, ça peut l'enrouler. Et en fait, l'intestin, quand il se bloque, s'obstrue, il s'occlue, c'est une occlusion. Et donc, l'intestin ne circule plus. Le bol alimentaire, c'est-à-dire ce qu'on mange tout simplement, se retrouve bloqué. Ça remonte progressivement. Le patient a une perte d'appétit. Le transit est arrêté parce que ça ne circule plus en bas. Et ça peut être embêtant. Donc dans ces cas-là, on est obligé même de poser une sonde nasogastrique, c'est-à-dire un tuyau dans le nez qui va dans l'estomac, qui aspire justement ce bol alimentaire en trop pour essayer de soulager l'intestin. Et dans ces cas-là, on va pratiquer parfois une chirurgie, souvent en fait une chimio. La chimio marche habituellement, en tout cas dans les premiers temps, assez vite et permet de soulager les intestins. Donc voilà peut-être les deux symptômes qui me viennent en tête le plus en premier lieu. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, pour ceux qui nous rejoignent, il n'y a pas de symptômes spécifiques du cancer de l'ovaire. C'est assez diffus, ça peut être plein de choses différentes. C'est assez confus comme symptôme. D'accord, donc on a deux questions qui viennent d'arriver, une de Charlène à nouveau. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, les examens tels que l'IRM, l'échographie pelvienne, la prise de sang sont-ils vraiment efficaces pour détecter les cancers de l'ovaire? Y aura-t-il des moyens innovateurs à venir? C'est une excellente question qui est relativement complexe mais qui en fait est bien codifiée. Tout d'abord, le diagnostic du cancer de l'ovaire. En fait, devant une patiente qui a des symptômes diffus, qu'on a du mal à étiqueter, le premier examen, c'est l'échographie. Donc on fait une échographie, pas de prise de sang, pas d'IRM, pas de scanner, quoi que ce soit, c'est l'échographie et on regarde ce qui se passe. Soit il y a des signes évidents de cancer de l'ovaire à l'échographie et en gros, il faut basculer, là c'est plus général sur le radiologue, il faut basculer directement dans un centre spécialisé en prise en charge de cancer gynécologique. Ce qui permet de faire un petit aparté en disant on milite beaucoup pour ça, mais il faut que la prise en charge des cancers de l'ovaire, ces tumeurs qui sont relativement rares, il faut que les chirurgiens soient très expérimentés, donc il faut vraiment aller vers un centre de référence de cancer gynécologique. Donc, le diagnostic, c'est l'échographie. Si jamais l'échographie est douteuse, on peut faire une seconde échographie, idéalement dans un centre de référence, justement, pour qu'il puisse être plus fiable. Si cette seconde échographie est toujours douteuse, là, on peut éventuellement faire une IRM, surtout dans les cas en fait, où la tumeur est localisée à un ovaire. Quand il y a une carcinose qui est diffuse, habituellement, on ne se pose pas trop de questions. Donc, c'est surtout, ça va nous aider pour ces cas-là. Ce qui fait qu'en pratique, on utilise rarement l'IRM dans les cancers de l'ovaire. C'est un examen rarement utilisé. Le scanner, donc on l'a dit, l'échographie c'est le plus important, le premier à faire. L'IRM, rarement pour les cas douteux à l'échographie. Le scanner n'est pas utile. Le scanner est utile uniquement pour faire le bilan d'extension de la maladie, c'est-à-dire savoir si la maladie est diffuse dans l'ensemble du péritoine, aux poumons ou ailleurs. Il va être utile en préopératoire pour aider le chirurgien avant qu'il aille faire sa chirurgie pour savoir où est-ce qu'il faudra qu'il regarde. La prise de sang. Par la prise de sang, Charlène entend le CA125 probablement, qui est un marqueur sérique, c'est-à-dire un marqueur dans le sang de cancer. Le CA125, c'est
protéine, une molécule si tu veux, qui est sécrétée par différents organes, dont les cancers de l'ovaire. Tout le monde a un taux de CA125 de base qui est quelque part entre 5 et 35 dans les normes de laboratoire. Donc c'est normal d'avoir un chiffre qui n'est pas nul, de ne pas être à 0, mais qui peut être augmenté, qui est fréquemment augmenté dans les cancers de l'ovaire, qui peut être augmenté à 70, 100, voire plusieurs milliers. On peut être à 10 000. Ce n'est pas pronostic, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter pour les patientes qui nous regardent. D'être à 10 000 ou à 100, ça ne dit pas que le cancer est plus ou moins grave. Ça va nous aider surtout pour savoir si le traitement est efficace. Si on commence par une chimiothérapie, c'est la décroissance. Si on voit qu'il divise par 2, ben on est content. Qu'il divise par 2 à partir de 10 000 ou qu'il divise par 2 à partir de 100, ce sera à peu près pareil pour nous. Ce n'est pas un marqueur diagnostique. Donc, c'est beaucoup pratiqué quand on a une suspicion de lésion dans le ventre par des médecins, mais ce n'est pas ça qui va nous aider pour le diagnostic, c'est-à-dire que s'il est négatif, ça ne règle rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour… Ce n'était pas tout à fait la question, donc ça c'était pour vous expliquer les différentes techniques. La question de Charlène était plutôt question de dépistage en fait. La question du dépistage est une question qu'on a explorée, il y a eu plusieurs essais cliniques. Un essai clinique, c'est-à-dire qu'on prend une population d'individus, de femmes en l'occurrence, qu'on sélectionne sur des critères d'âge par exemple, critères d'antécédents médicaux, et on va leur proposer une technique pour essayer de rechercher un cancer, même si elle n'a pas de symptômes. L'exemple type, c'est la mammographie. On prend la population des femmes de 50 à 74 ans, elles n'ont pas de masse tumorale, et bien là, on fait une mammographie tous les 2 ans pour chercher, voir s'il n'y en a pas une qui est infraclinique, c'est-à-dire non détectable à la palpation. Pareil, question dans le cancer de l'ovaire, on prend une population de femmes, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une échographie ou un CA125, ou les deux, ou un examen clinique, c'est-à-dire des touchés pelviens, le toucher vaginal par exemple, pour chercher le cancer de l'ovaire avant qu'il soit à un stade avancé, puisque je vous ai dit que la majorité des cancers de l'ovaire sont à un stade avancé. C'est une question qui a été beaucoup explorée. Il y avait eu même un essai clinique qui avait été positif en Angleterre, qui montrait qu'on pouvait dépister les cancers de l'ovaire. Le problème, c'est que c'est très peu efficace. L'échographie, l'examen vaginal et l'examen génital et la prise de sang, le CA125, sont très peu efficaces. C'est-à-dire que d'une part, ils ne détectent pas tous les cancers et surtout, ils détectent beaucoup trop de lésions. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à inquiéter beaucoup trop de femmes et surtout à opérer beaucoup trop de femmes par rapport aux bénéfices de détection. Donc le nombre de patientes, le nombre d'individus à détecter et à opérer pour éviter un cancer était beaucoup trop important. Et le point important aussi, c'est qu'il faut détecter les cancers avant qu'ils soient à un stade avancé. Et malheureusement, on découvrait trop de ces cancers, on les dépistait, mais à un stade qui était déjà avancé, donc on ne changeait pas grand-chose. Le bénéfice en fait de ces techniques de dépistage était très faible et surtout avec un très long suivi. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de procédure pour de dépistage systématique de cancer de l'ovaire, contrairement au sein, au côlon, comme certains autres cancers. Dans le futur, c'est probablement pas l'IRM, c'est trop lourd, trop cher, trop difficile. Il n'y a déjà pas beaucoup de rendez-vous d'IRM et on va se trouver dans le même problème, je pense, que dans les autres techniques. Il y a peut-être une piste qui sera l'ADN tumoral circulant. Donc ça, c'est une technique qui est mise au point maintenant pour les cancers avancés, donc les patientes qui ont des cancers du sein, par exemple. On le fait maintenant en routine dans certains essais cliniques. On fait des prises de sang, on détecte l'ADN du cancer dans le sang et on voit comment il bouge. En dépistage, on pourrait l'imaginer. Peut-être que dans le futur, on fera à tout le monde, à partir de 50 ans, 60 ans, des prises de sang tous les ans pour voir si on ne trouve pas de l'ADN tumoral venant de sein, d'ovaire ou d'ailleurs, pour voir apparaître. En tout cas, on en est très loin pour l'instant. D'accord. Alors, on a une dernière question d'un homme qui s'appelle Jean-Marc, qui nous dit donc qu'il a eu un cancer du sein il y a 7 ans, suivi d'une hormonothérapie par tamoxifène, et qu'il a été surpris par le peu de connaissances par le personnel soignant sur les effets secondaires de ce produit, surtout pour l'homme. Une information spécifique serait utile pour pouvoir informer les patients au même titre que les patientes. Donc, c'est plus une remarque plus qu'une question, mais je ne sais pas si du coup tu as… C'est une excellente remarque. C'est une excellente remarque. Les cancers du sein chez l'homme, c'est 1% des cancers du sein à peu près.
Donc ça peut sembler négligeable, 1%, mais 1% de 50 000, c'est quand même 500 cas par an, c'est pas si négligeable que ça. Ça fait partie des tumeurs rares, mais c'est important. On s'y intéresse peut-être un peu plus maintenant, progressivement, on commence à s'intéresser un peu plus. Il y a eu le Congrès européen de cancérologie, l'ESMO, où il y a eu des données sur des essais cliniques spécifiques pour les cancers du sein chez l'homme, et surtout en fait une tendance de fond et même un lobbying de la part des sociétés savantes d'oncologues médicaux qui poussent pour que même dans les prochains essais cliniques d'hormonothérapie ou de chimiothérapie de cancer du sein, ce ne soit pas réservé aux femmes, mais qu'on puisse également le proposer aux hommes, parce que sinon ils sont délaissés. Non, c'est une très bonne idée, donc il faut pousser l'initiative. Je ne sais pas s'il y a des associations d'hommes atteints de cancer du sein, mais si ce n'est pas le cas, c'est un encouragement, Jean-Marc, pour peut-être essayer de créer ça petit à petit, et justement faire du lobbying auprès de gens comme nous pour nous forcer à nous intéresser à cette thématique et à recueillir justement les données de tolérance au tamoxifène. C'est une très bonne idée en plus, la question du tamoxifène chez les hommes. Ok, bon bah du coup on a fini avec les questions, donc je ne sais pas si tu avais une dernière remarque ou quelque chose à rajouter, mais sinon on s'arrêtera là. Comme ça, j'ai rien D'accord, bah, en tout cas rajouter. on a beaucoup de merci de la part des participants, donc merci à toi Manuel, donc merci pour ce Facebook Live, les prochains on vous les annoncera sur les prochaines thématiques. Donc un grand merci pour votre participation, merci à toi Manuel d'avoir répondu à toutes ces questions et on vous dit à très bientôt.